Bonjour tout le monde. Donc c'est moi qui sers de substitut à Alain Roy, qui a failli venir. Bon, il se trouve qu'il habite au Québec, donc c'est un peu loin, mais il devait être à Paris, il se trouve à cette période-là, et finalement ça n'a pas été le cas. Bon voilà, c'est un hasard de circonstances. Voilà, alors Alain Roy, pour vous dire un peu qui c'est et un peu rapidement ce qu'il vous aurait présenté, moi je l'ai connu en fait grâce à ça. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin. Il est sorti il y a un an. Il y a un an, donc en août 2013. C'est un bouquin qui s'appelle Exploration de drogue, premier contact pour les 11-15 ans. Et moi j'ai entendu parler de ce bouquin, il y avait des extraits disponibles en PDF et il y avait des tableaux et j'avais dit tiens c'est bizarre, on dirait des conseils de réduction des risques pour les collégiens. Et je trouvais ça assez novateur, enfin, en tout cas j'avais jamais vu ça et je me suis dit tiens bah, si au Québec ils font ça, ça peut vraiment être pas mal. Et donc voilà, de fil en aiguille, en creusant, je me suis rendu compte qu'en fait, il était un peu le seul à faire ça, qu'au Canada, lui, il vient pas du tout de la réduction des risques. Et lui, c'est un sociologue à la base qui a bossé sur les drogues sur différents aspects, mais qui a beaucoup fait de travail auprès des parents et qui fait des interventions en fait, auprès des jeunes, les fameuses interventions qu'on peut avoir sur les drogues au collège justement. Et lui, le monde de la RDR, il est même un petit peu méfiant par rapport à ça, parce qu'il voit ça comme quelque chose d'assez technique, axé sur le médical et tout. Et lui, ce qu'il prône vraiment, c'est une éducation aux drogues, une éducation aux produits psychoactifs. Et donc dans le cadre d'Assud, comme l'a dit Fabrice, du coup on a eu cette idée de faire un dossier sur les jeunes, sur les enfants. Je me suis dit bah voilà, c'est l'occasion de parler de son bouquin et c'est l'occasion aussi de faire une interview avec ce monsieur voilà, qui est plutôt, on va dire, enfin, qui a passé, enfin, il a une carrière vieille de 40 ans en fait sur les drogues. Donc voilà, il est à son compte au Québec pour faire des formations et pour rédiger ce type d'outils pédagogiques. Donc voilà, ce livre-là, c'est mon exemplaire perso. Donc ce que je proposerais, c'est une fois que j'aurai fini de parler, je pourrais vous faire circuler dans la salle pour que vous voyez en fait ce que c'est, à quoi ça ressemble un bouquin d'éducation sur les drogues pour les collégiens et qui vraiment est sans tabou, sans morale, enfin qui pour moi correspond vraiment au conseil de RDR. Donc lui, son idée dans cette éducation aux drogues, c'est de dire, alors il faut savoir que lui, sa première question que je lui ai posée quand je suis rentré en contact avec lui, c'est est-ce qu'il a des enfants? Parce que donner des conseils et puis pas être concerné, c'est bien de voir est-ce que ça a marché de son côté. Et donc effectivement, il est papa, il a deux enfants, un garçon, une fille, qui maintenant sont grands, puisqu'ils ont 35 et 37 ans. Et il m'a expliqué comment il a élevé ses enfants et comment son regard de professionnel sur les drogues et allié à son éducation de père l'a conforté dans son idée de faire une éducation aux drogues sans tabou, au même titre que les parents devraient le faire sur l'alimentation, la santé, la sexualité, tout un tas d'autres points. Et voilà. Et donc il a commencé par me dire, bah, moi mes enfants, ils nous voyaient en tant qu'adultes boire, avoir des repas, etc. Et donc ils sont intrigués par l'alcool, donc on leur dit très vite, ah non ça touche pas, c'est aux adultes, et puis on pourrait juste en tenir là, puis ils peuvent fantasmer. Et donc il dit, non assez vite, à 3-4 ans, mes enfants ont trempé leurs lèvres dans de l'alcool. Donc tremper, on sait très bien que d'un point de vue pharmacologique, psychoactif, enfin voilà, les substances, ça ne va pas faire grand-chose à ces enfants, mais ils ont eu le goût. C'était déjà démystifié en fait. Et lui, toute son approche est basée là-dessus. C'est de rendre les drogues comme quelque chose d'abordable, qui, oui, sont réservées aux adultes, oui, c'est quelque chose qui se fait en fonction de l'âge, mais ça ne doit pas rester quelque chose de tabou dans la famille, de tabou pour les parents, et quelque chose qu'on délègue à des professionnels, parce qu'on ne veut pas en entendre parler, parce qu'on ne connaît pas. Et donc voilà, tout son propos tourne autour de ça. Et concernant les collégiens, bah, au Québec c'est un peu comme ici. Le collège c'est l'âge des premières expérimentations un peu de tous les produits. Donc voilà, cannabis, alcool, les médicaments, le tabac évidemment. Et voilà. Et donc ce bouquin, en fait, il traite de ces substances-là que je viens de citer, en les prenant l'une après l'autre, un peu pour leur spécificité, et ça décrit ce que font ces effets, et ça donne des cas concrets. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il ne va pas juger, il va donner des cas de collégiens qui vont fumer des joints, puis ça va bien se soirer, puis il donne des scénarios un peu comme, enfin c'est assez intéressant à lire, en disant, bah voilà, tu es dans une soirée, tu décides de prendre un verre, ça te met bien, tu es
désinhibé, etc. Au bout de tant de temps, et donc c'est très précis, au bout de tant de temps, l'alcool est monté à son maximum, tu es vraiment bien, et là, bof, tu reprends un deuxième verre, tu as envie, et bon voilà, et voilà. Il décrit un peu ce qui peut se passer selon les choix que font ces jeunes. Et donc ces choix, c'est vraiment son propos, il est là. C'est-à-dire, il prend les jeunes, et même ses enfants, on va dire très jeunes, il ne les infantilise pas. C'est-à-dire, il leur explique les choses. Voilà ce que ça va faire, et son propos, et c'est là où j'ai retrouvé, moi je viens de Technoplus, et je viens vraiment de cette idée-là, c'est-à-dire de donner des informations pour que les gens fassent des choix éclairés. Et lui, il la pousse jusqu'au bout, y compris sur les plus jeunes, donc avec évidemment des informations adaptées, mais de dire, voilà, ces jeunes-là, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, c'est l'âge où de toute façon, ils ont accès à des produits, et donc à un moment donné, le choix, il faut qu'ils puissent eux aussi le faire en connaissance de cause. Et donc, voilà, il va jusqu'au bout de cette idée. Le préalable à tout ça, et donc ça c'est la première partie de son bouquin qu'il conseille de lire avant toute chose, c'est il explique les produits psychoactifs. Alors moi personnellement, il se trouve que j'ai un petit garçon qui a 4 ans et demi, donc ça m'a vachement causé un peu toutes ces histoires-là. Je me suis dit, mais comment on peut parler des drogues à des enfants qui ont 4 ans et demi? Il me dit, mais non, mais on leur parle pas de drogue. On leur explique juste que dans leur alimentation de tous les jours, ils vont prendre par exemple du chocolat, et ben il vaut mieux le consommer avant 15h qu'après 15h parce que c'est un excitant et qu'après on a du mal à trouver le sommeil. Et l'idée c'est de faire comprendre très tôt aux enfants que en fonction de ce qu'on prend comme substance, donc voilà, c'est l'initiation sous substance psychoactive commence comme ça, par le chocolat, par les bonbons, les sucreries, qui vont aussi avoir certains effets sur notre système de récompense. Donc trouver les bons mots pour leur dire, voilà, on ne prend pas n'importe quoi, n'importe quand, on les prend parce qu'on en a envie, parce qu'on veut que ça nous fasse tel ou tel plaisir, et c'est comme ça qu'on démarre une éducation sur les drogues. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et donc lui, il veut surtout pas avoir affaire à la réduction des risques, qu'il trouve justement un peu trop axé sur les drogues, et voilà, il parle vraiment d'une éducation aux substances psychoactives en règle générale, y compris aux médicaments, et il dit les enfants, mais ils sont très tôt confrontés à ces substances, on leur explique très tôt qu'ils prennent tel médicament pour faire baisser leur fièvre, pour faire ci, donc il y a un usage thérapeutique, il y a des usages plaisir sur d'autres substances, donc qui peuvent être le chocolat ou les sucreries, et il dit c'est comme ça qu'on les fait rentrer petit à petit dans une responsabilisation des substances. Et il ne faut pas mettre de barrières imaginaires, et c'est là où effectivement on va avoir tout un cas éthique dans nos problématiques à nous, entre les substances illégales et les substances légales, les substances prescrites et les substances, on va dire, récréatives et en libre accès. Il faut leur expliquer que tout ça, c'est un continuum, et ce qui est important, c'est de connaître les produits, de connaître l'usage qu'on veut en faire, et voilà, et petit à petit on va dire, passer les niveaux comme on le ferait dans une pratique sportive. On passe des ceintures, on passe des niveaux pour petit à petit être confronté à de nouvelles expériences, ou pas, ça va être son choix, et être plus à même sur la question. Donc lui, voilà, si je pouvais résumer son propos, il plaide pour une éducation nationale aux drogues qui devrait être une discipline scolaire. Et donc c'est comme ça qu'il a fondé son bouquin, c'est-à-dire comme un support de cours. Donc il y a des matières, c'est le cerveau, les substances psychoactives, c'est le cannabis, c'est l'alcool, voilà comment ça marche. Et associé à ce bouquin, il y a un cahier d'exercices. Donc, que les enfants peuvent faire, que les éducateurs évidemment peuvent se saisir comme support de cours. Et lui, il part du principe que ça devrait être un bouquin de référence pour les gens qui parlent de drogue aux collégiens. Et on leur explique ça, comme on leur explique en biologie, on est censé expliquer la sexualité, etc. Il dit, voilà, les drogues, ça devrait être quelque chose de similaire dans la société. Et voilà. Alors après, pour pousser un peu la réflexion un peu plus loin, on lui demande, alors du coup, c'est quoi son avis sur le cadre actuel? Et donc lui, il est assez pragmatique, donc il se mouille pas trop. Évidemment, le cadre actuel, il trouve qu'il est très critiquable, le cadre légal qui prohibe, qui interdit donc d'une part des fois de parler même des drogues à des mineurs, et d'autre part d'interdire l'accès. Lui, comme il est très axé sur l'information, son seul cheval de bataille, il ne se positionne pas politiquement, mais il dit quand même il y a un truc, c'est le contrôle des produits. C'est-à-dire, moi, mon discours, il ne vaut que si les jeunes, ils sont face à des produits qu'ils peuvent connaître. Donc si le cannabis, il est coupé, si les autres produits qu'ils consomment, on n'a pas accès à l'information sur le produit qu'on consomme, moi, tout mon discours, il tombe à plat.
Donc lui, il ne se prononce pas sur comment devrait être la loi, il dit juste peu importe comment est la loi, mais par contre, il faut qu'on garantisse l'accès à l'information des produits qu'on consomme. Donc dans un cadre illégal, il faut développer l'analyse de produits, les analyses, etc. Dans un cadre légal, il faut effectivement qu'on ait des contrôles qualité sur n'importe quel produit alimentaire ou sanitaire qu'on a. Donc voilà, voilà, politiquement, on va dire, il milite pas pour telle ou telle chose, mais lui, pour que son propos ait du sens, il faut que les jeunes, quel que soit leur âge, en termes d'information sur la consommation, ils aient la première information, c'est être sûr de la quantité, enfin du dosage, de la pureté et du type de produit qu'ils consomment. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu obtenir de lui sur ces infos-là. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Et en France, voilà, le seul équivalent, alors lui se fait appeler Monsieur Drogue, parce qu'il par les jeunes, etc., qui lui écrivent, peuvent lui écrire directement par mail. Et voilà, et ça m'a fait penser, en fait, en France, le seul service équivalent qui répond aux jeunes aussi directement, en fait, c'est Drogue Info Service. Il y a un système comme ça, téléphonique, mais surtout en ligne, qui marche pas mal, de questions-réponses. Et voilà, et dans le journal d'A-Sud, il y a une comparaison entre les... En fait, on a fait un petit test avec Drogue Info Service. On a posé les mêmes questions auxquelles Monsieur Drogue a répondu à des jeunes. Et on voit que voilà, c'est pas si éloigné. On a un service équivalent en France. Donc même si on n'a pas d'Alain Roy, on n'a pas de bouquin comme ça, il y a quand même un service qui existe, qui est individuel, qui est Drogue Info Service, qui fait un petit peu son office, mais qui manque peut-être à être généralisé et qui pourrait donner des idées si certains d'entre vous interviennent auprès des jeunes. Voilà. Merci. Je vais faire tourner le livre. Et voilà, j'espère qu'il me reviendra. Ouais, on peut peut-être commencer aussi par poser quelques questions sur cette affaire-là, parce que, donc si je résume, l'idée c'est vraiment la comparaison qui vient immédiatement, c'est l'éducation sexuelle à l'école. Donc déjà qu'on avait les histoires de la famille pour tous, donc j'imagine quand on va leur proposer l'éducation aux drogues en plus, donc là c'est la totale, là. Donc on va faire des homosexuels drogués sur 3 générations. Qui vont se marier et avoir des enfants. Mais il y a quand même une vraie différence avec l'éducation sexuelle, c'est que justement, tous les indicateurs, tous les signaux que la société va continuer d'envoyer aux enfants qui vont entendre le discours de Monsieur Droy sont du côté de la prohibition, puisque c'est la loi, quoi. Donc je vois bien mes enfants, d'ailleurs, à quel point ils sont déjà complètement... ils ont le cerveau colonisé par l'affaire que la drogue est un monstre qui est tapi dans un coin. Et d'ailleurs, c'est très compliqué quand enfin, je sais pas toi, Fabrice, mais moi, quand j'essaye d'expliquer mon métier à mes enfants et qu'ils voient du cannabis partout sur le journal d'A-Sud, de leur expliquer que voilà, c'est justement pas comme ça que ça se passe. Et alors, est-ce que Alain Roy, il dit quelque chose de ça, de cette contradiction qu'il y aura forcément dans l'esprit des enfants, entre le message qu'ils leur donnent et ce qu'ils vont entendre par toutes les institutions, en gros. Moi, j'ai pas posé la question en ces termes, en tout cas Alain Roy. Lui, comme son idée, c'est une idée d'éducation, en fait, c'est de remettre les parents au cœur de ça. Donc, en fait, lui, son idée, c'est un bouleversement, on va dire, sociétal, mais qui viendrait de l'intérieur. Son militantisme, il est là. Donc, son message, il est plutôt C'est pour ça que cet outil, il est intéressant, c'est au prétexte de parler aux enfants directement. En fait, il éduque aussi les parents aux drogues. Et donc, la contradiction, elle devrait, dans sa logique à lui, s'effacer quand c'est comme, pour prendre pas la sexualité, mais plutôt le combat plutôt contre l'homophobie, c'est quand les mœurs auront changé et c'est parce qu'on voit la sexualité gay autrement que la société est prête à accepter le mariage homosexuel. Et donc quand la société sera prête à dire mais la drogue en fait c'est quoi ce concept qui n'existe pas, puisque le chocolat, le café et l'ecstasy c'est pareil en fait, c'est juste on s'adapte quoi. On s'adapte en fonction, donc du coup la notion devient obsolète, comme comme la pénalisation de l'homosexualité est devenue obsolète par évolution des mœurs. Donc je pense que lui sa révolution, elle se fait vraiment à ce niveau-là. D'accord, ok,
Non, oui, c'est l'idée qu'effectivement, on commence sa révolution à l'intérieur, dans sa vie privée, et ensuite, en espérant que ça influe effectivement une multitude de vies privées, ça finit par faire une société, effectivement. Bon. Je sais pas, et on peut peut-être, parce que effectivement après on va venir sur des cas plus concrets de ce qui peut se passer dans l'accueil, dans les CARUD, spécifiquement avec les mineurs, mais sur cette question d'une éducation donc aux drogues qui serait intégrée comme n'importe quel sujet, effectivement plus spécifiquement comme peut l'être l'éducation sexuelle. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ce serait même souhaitable, si vous pouviez. Voilà, il faut faire comme ça. Allez-y. J'ai commencé à faire des recherches justement sur comment est foutue la prévention en France en matière de drogue, et je voyais, ce que j'en ai retenu, c'est qu'en période d'adolescente, du coup un petit peu plus vieux que 11-15 ans, mais quand même pour des mineurs, il y a quand même une forte propension à faire comme il ne faut pas faire, genre, que ce soit par exemple pour la cigarette qui est pourtant légale, c'est là où on commence quand même à consommer. Donc même s'il y a une bonne éducation parentale, il y a quand même une nécessité de se séparer de ce que les parents nous ont inculqué pour prendre notre propre autonomie, chercher nos propres règles. Donc quelque part, je pense qu'on est tous plus ou moins amenés à dépasser un peu le cadre qu'on nous a inculqué quand on était gamin. Donc je pense que ça peut être intéressant de savoir quand même qui peut donner des informations à ce type de public-là qui du coup va moins entendre le discours parental et le discours de ce qu'il faudrait faire pour être en bonne santé, et sous quelle forme, parce que par exemple une campagne de prévention est mieux retenue quand il y a un aspect émotionnel. Par contre, si c'est la peur qui est utilisée, que la peur est trop élevée, et il y a la dissonance cognitive qui vient, et du coup tu zappes l'information et tu perdures dans ton comportement, donc c'est super complexe, quoi. Et, je me demande comment donner de l'information à ces mineurs pour qui on peut être affilié justement à cette loi, à ce cadre de ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut D'accord. Non, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'il y a forcément un moment de transgression quand on est vis-à-vis des parents pour s'affirmer, et qu'effectivement, dans la question des consommations, oui, comment faire pour que malgré tout il y ait un message positif qui passe? Oui, effectivement, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais moi, le truc que ça me fait penser, c'est justement, c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que parler des mineurs, plutôt que de parler de la jeunesse, c'est intéressant, parce que, tel que tu le formules, cette incartade qu'on fait, c'est justement cette parenthèse qu'on pourrait appeler la jeunesse. Donc ça veut dire que ça légitime le comportement déviant, mais en même temps, ça légitime le cadre strict qui existe sur les drogues. Donc en fait, il faut justement sortir de cette logique-là. Et donc l'idéal de l'idéal, mais là, il y a encore du boulot, ça serait qu'effectivement, si on imagine petit à petit une éducation sur les drogues, donc où les parents soient capables de parler de ça déjà au sein de la famille, que ce ne soit pas tabou, c'est une chose. Mais si le discours familial corrobore le discours qu'on peut avoir avec des intervenants extérieurs qui viendraient donc dans les collèges, ou voilà, et que ça corrobore les informations qu'on peut trouver sur d'autres campagnes plus ciblées ou sur des sites internet. Donc là, voilà, on crée un faisceau qui parle, enfin voilà, qui parlerait éminemment. Mais voilà, là, il faut travailler sur tous les fronts à la fois, quoi, sur cette guerre-là, puisqu'on est dans la thématique de la guerre. Et c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Alors en même temps, c'est difficile parce que hier à l'ouverture, il y a la présidente de la Mildeka qui nous explique qu'il va y avoir une grande campagne pour les consultations jeunes consommateurs. Qui va permettre. Donc voilà, là aussi, peut-être les consultations, peut-être qu'en France, il y a deux axes à travailler. Ça serait les interventions qui sont obligatoires quand même de parler des drogues dans les collèges, qui ne sont pas le propre des professeurs, mais qui sont normalement travaillés dans, je ne sais plus comment ça s'appelle, les conseils de la vie. Voilà, santé, citoyenneté, enfin voilà, bon.
il y a des choses, donc c'est clair que s'il y avait une harmonisation déjà au niveau du message qui est délivré, du type d'intervenants qui vont là-dedans, là en fait c'est sujet en fait au chef d'établissement ou au professeur qui va porter ça, et selon sa sensibilité, et on va tout aussi bien faire intervenir des gendarmes que des fois des travailleurs sociaux proches de la RDR, donc du coup on a des discours qui sont vraiment, même s'il y a un cahier des charges d'éducation nationale, qui en fait le discours va pas être homogène, il va quand même être assez à l'arbitraire de la sensibilité des enseignants qui sont porteurs de ça. Et donc il y a les consultations chez un consommateur, j'ai envie de dire c'est un peu pareil, c'est quelle est l'harmonisation du discours entre ces professionnels auprès des jeunes. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler autour de ça, autour de ces harmonisations des différents messages. Voilà, parce que les consultations jeunes consommateurs, ce qui est dommage, c'est que c'est un peu un monopole dès que ça part. Donc déjà des centres de soins, donc ça donne un peu le ton du cadre dans lequel ça s'inscrit, même s'il y a des consultations avec des professionnels qui ne sont pas du tout sur l'arrêt à tout prix de la consommation, qui peuvent mettre même plutôt sur la gestion de la consommation pendant cette période-là de l'adolescence. Donc, mais voilà, il y a peut-être effectivement des choses à valoriser à ce niveau-là, parce qu'en France, on n'a pas trop d'impact là-dessus. Après, je ne parlais pas forcément seulement des drogues, parce que tu as des prises de risques comme conduire super vite sur l'autoroute, où quand même l'ensemble de la population a un discours assez homogène sur cette prise de risque. Pour autant, ça n'empêche pas certains gamins, ou moins gamins d'ailleurs, d'aller faire les esprits, d'avoir des accidents derrière. Oui, c'est l'idée ce que je disais, de la transgression qui est un peu identitaire, mais en fait, je serais assez d'accord sur le fait que les deux peuvent cohabiter, puisque pour reprendre la question de l'éducation sexuelle, c'est typique. Il peut y avoir un discours éclairé des parents sur qu'est-ce que c'est que la sexualité, et notamment la question des risques infectieux et le préservatif, tout en sachant que les adolescents, quand ils vont avoir une relation sexuelle, il y aura toujours quelque chose de l'ordre de l'opposition dans le choix du partenaire qui va pas être de la bonne couleur, qui va pas être du bon âge. Enfin, il y a toujours dans cette manière de s'affirmer quelque chose qui appartient à l'individu, quoi. Et donc c'est pas du tout incompatible avec un discours qui dédramatise un petit peu tout ça. Mais moi, je reste quand même un peu sur ma faim sur l'histoire du plaisir, quoi. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, c'est compliqué, toujours pour rester sur la sexualité, de parler de ça avec ses enfants. On peut parler des risques, mais le plaisir, effectivement, on est dans l'ordre de ce qui est vraiment l'intime et le privé, alors qu'en matière de drogue, l'ivresse, c'est déjà... et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ça qu'il en parle, Alain Roy, de l'ivresse. Lui, justement, donc, comment il développe ça lui, il le développe de façon assez, on va dire, mécanique, pharmacologique. C'est-à-dire, il parle en fait de l'usage récréatif. Donc déjà, il utilise bien les différentes notions d'usage. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc il explique que les gens consomment de façon récréative. Je ne crois pas qu'il emploie le mot plaisir. Donc voilà, c'est peut-être aussi une façon de faire passer le discours. Il dit on peut dans des contextes sociaux particuliers, avoir envie de consommer, et ça désinhibe et que ça aide à être mieux avec ses amis. Il le tourne plutôt sous cette façon-là. Donc il le présente quand même de façon assez positive, et il le présente que cette façon positive est souvent ce qui donne envie d'expérimenter, quoi. C'est un aspect technique, pharmacologique. Sous cet aspect-là. Et après, ce qui développe assez rapidement, c'est qu'on peut très bien rester dans une consommation maîtrisée pour rester dans cet usage-là. C'est là où moi j'ai reconnu le côté RDR. Et après, les autres scénarios possibles sont là d'un point de vue de l'objectivité pour dire tout ce qui pourrait se passer, mais pas du tout pour être alarmant. Et c'est là où c'est assez bien dit. Il explique qu'on peut très bien faire rester récréatif, arriver à gérer cette conso. Quoi. Et il n'est pas du tout sur le discours alarmant, sur les maladies mentales avec le cannabis, sur ce genre de choses, quoi. C'est une éventualité parmi d'autres, et c'est pas ça qui va donner le ton de la consommation. Et ça,
Et ça, on sort d'une hypocrisie qui, du coup, je pense que ça touche. Tu vois, on parlait des messages qui touchent. Là, je pense que déjà, si on sortait de l'hypocrisie, effectivement, de la peur, comme tu disais, qui est contre-productive, parce que c'est bien, alors là encore, pareil, hier, on nous dit les études sont formelles, le cannabis, c'est les troubles mentaux, c'est pas bon pour apprendre. Mais en même temps, voilà, la peur aussi, les études sont formelles. Informer sur la peur ne marche pas non plus. Donc il ne faut pas s'en servir d'épouvantail pour fonder tout le discours qu'on va avoir sur les drogues auprès des mineurs notamment. Même sur la cigarette, ça ne marche pas, en fait, le discours de la peur. Donc, oui. Je suis Amanda Baschetti, je suis assistante sociale auprès du ZAPAR Confluence, ZAPAR 75. Je voulais dire qu'il y a plus ou moins 5 ans et peut-être plus, avant qu'on a fait beaucoup d'interventions dans les écoles avec les mineurs par rapport à l'éducation, par rapport aux drogues et à autre chose. Et ce qu'on proposait, c'était le terme dépendance. Pas drogue ou produit. Du coup, on laissait aux enfants la possibilité de nous donner des petits papiers avec leurs questions. Et puis, on répondait aux questions des enfants au fur et à mesure. Et ce qui sortait, c'était vraiment très intéressant parce qu'il y a, comme vous disiez avant, il y avait autant les concepts de dépendance dans l'alimentation de bonbons, de sucreries, etc., comme la dépendance au portable, mais tout le monde avec ce portable, autant la dépendance, tout type de dépendance. Et ce qui était très intéressant, c'est que sortait aussi le problème en famille avec les parents. Alors ça, c'était plus discret parce qu'après, les enfants pouvaient venir nous voir et avoir auprès de Confluence des entretiens en groupe ou individuels. Et donc, ce qui était intéressant, c'était qu'ils venaient nous voir en disant « je peux quelque chose à vous dire, mes parents fument de la chicha ». Donc, c'est mes parents plutôt, c'est pas nous, quoi. Ou alors, voilà. Et c'était très intéressant parce que le terme dépendance faisait de sorte qu'on sortait du produit, du terme de produit. Et par rapport à une autre expérience que je peux apporter, c'est par rapport, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Hors la rue, qui est une association qui travaille avec les petits prostituées, voilà. Donc j'ai fait recherche-action avec les éducateurs de Hors la rue et j'intervenais régulièrement, pendant 1 an, je suis intervenue régulièrement avec les enfants une fois par semaine. Et on avait créé un cahier de bord. Et c'était, en étant en recherche-action, c'était eux qui apportaient le matériel. Et c'est incroyable comme les enfants peuvent eux-mêmes, le matériel qu'ils pouvaient apporter, ça pouvait être autant une expérience qu'ils avaient vue eux-mêmes dans la rue, ou alors quelque chose qu'ils avaient trouvé, un objet, un journal. Et on avait créé un cahier de bord sur lequel chacun pouvait écrire une petite phrase, parce qu'ils ne parlaient pas français correctement. C'était vraiment des petits jeux, des mineurs. Certains envoyés par la justice, même, des petits voleurs ou alors des prostituées, des petits mineurs prostitués. Et donc, ils ne parlaient pas bien français, donc l'aide, c'était justement d'apporter du matériel et créer un cahier de bord avec du matériel pour découper des journaux, apporter des objets et créer justement un discours sur la dépendance, sur tout ce que pouvait... Et ça sortait beaucoup de choses, entre autres beaucoup l'alcool, sincèrement. L'alcool, les effets l'alcool, des choses de ce genre. Et donc, je veux dire, il y a des moyens de pouvoir utiliser. Maintenant, je crois que dans les écoles, ils ont un petit peu trop, comment dire, ça existe maintenant pour adultes, c'est pas ouais, ça n'existe plus. Moi, je suis plus au courant parce que maintenant, je ne travaille que dans les appartements de coordination thérapeutique, donc tout côté, je suis quand même formatrice, mais ailleurs. Voilà, c'était un système un petit peu que moi, j'aimais pas beaucoup parce que c'était trop, comment dire, formalisé. Il y avait des questions à répondre. Et là, moi, je suis plus... Enfin, donc,
ce que vous posez, c'est effectivement l'utilisation du mot dépendance plutôt que du mot drogue. Bon. Par rapport à ça, il y a quand même une expérience. Enfin, sous la présidence de Didier Gell, la MILT avait justement avait fait une grande campagne avec des camions qui tournaient en exposition, et c'était plaisir, risque et dépendance. Et il y avait, alors ça a été pendant du coup cette période-là, donc de 2002 à 2005, je crois, 2006, ça a été un peu le mot d'ordre justement officiel. C'était le CRIPS avait déjà fait quelque chose sous cette forme-là avant, ça a été, on va dire, nationalisé et repris un peu partout. Et voilà, il y a eu une période où effectivement l'axe santé, on va dire, sans oublier le côté plaisir, était assez formalisé sous l'aspect dépendance. Il avait permis d'introduire d'autres comportements, pas que les drogues, qui pouvaient donner lieu à des dépendances. C'est vrai que c'était une approche, et c'était vraiment focalisé sur le public ados, jeunes adultes, quoi, ce type de campagne. Mais c'est vrai que si on utilise le mot dépendance d'emblée, ça zappe les deux étapes précédentes, à savoir, là, tu dis plaisir-risque, le truc c'est classique, c'est usage, abus, dépendance. Et c'est vrai qu'on peut se dire que si c'est systématiquement la dépendance qui est mise en avant, on va avoir toujours les mêmes stéréotypes, c'est-à-dire l'usage de produits psychoactifs est forcément un truc négatif, quoi. Donc peut-être attention, moi c'est ça que ça m'évoque, hein. C'est de faire attention à toujours parler des deux étapes précédentes. On n'arrive pas directement dans la dépendance quand on consomme un produit, et heureusement. Mais là, le discours c'était beaucoup plus intéressant dans le sens que le terme dépendance était vu dans différentes formes. C'est-à-dire un bébé qui est tout petit est dépendant de sa maman. Et des dépendances positives. Une personne âgée qui ne peut pas bouger, une personne handicapée, est dépendante de quelqu'un. Oui, d'ailleurs, il y a le débat sur la dépendance des personnes âgées. Qu'est-ce que c'est que la dépendance? Ça sortait tout seul, tout ça. Ouais, d'accord, ça permettait aux enfants de prendre la parole, quoi. C'est pas forcément négatif. Ouais, d'accord. Ok, c'est un support pour prendre la parole. Ouais. Alors, je vais peut-être continuer sur l'histoire d'Alain Roy. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que le contexte, alors en plus québécois, n'est pas le même qu'ici d'un point de vue légal. Et donc, il n'y a pas ce problème d'incitation à l'usage. Et c'est vrai qu'ici, les mineurs sont un peu, sont extrêmement protégés par rapport à tout ce qui pourrait les inciter, etc. Et donc, moi, je me suis demandé comment je peux utiliser cette idée d'Alain Roy dans mon quotidien, c'est-à-dire dans mon travail de RDR à Technoplus, dans mon rôle de père auprès de mon fils. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se fait en France, et en France, c'est vrai que la loi, en fait, si on est parent et qu'on applique ces conseils-là, on risque, comme les travailleurs sociaux risquent de manger plus s'ils enfreignent ces trucs-là, mais en fait, en tant que parent, on risque plus aussi. Tout à fait. Parce que on voit que tous les lieux, alors toutes les infractions qui sont liées aux drogues et qui se font dans ou aux abords des établissements fréquentés par les mineurs, les peines sont rehaussées. L'incitation, même si elle n'est pas suivie des faits, etc., là aussi c'est rehaussé pour les mineurs. On a tout ce truc-là. Et donc c'est vrai que en termes de réduction des risques, ça pose tout un tas de cadres éthiques. Moi, donc, ma pratique, elle est surtout ancrée à Technoplus. Donc on a l'avantage dans ces événements festifs et ces stands éphémères, etc., et de ne pas avoir de file active et de ne pas faire de suivi, de ne pas trop se poser la question de si on a un mineur ou pas. On peut nous le supposer et peut-être orienter le discours différemment. Et bien encore, ce n'est pas le temps de mineur qui va jouer, mais plutôt primo ou pas primo consommateur. Mais du coup, c'est vrai que ça permet de un peu botter en touche sur ces histoires de mineurs, parce qu'on est sur des lieux où personne va nous vérifier un peu l'âge, cet aspect-là de la personne à qui on s'adresse, à qui on va filer du matériel de réduction des risques et à qui on va donner certaines informations. Mais c'est vrai que pour des collègues qui bossent dans des structures, qui donc là on rentre dans une logique de file active, d'inscription, certains se posent des questions, et moi je trouve que c'est ça qui peut-être va être amené là maintenant, et je pense qu'il peut être intéressant de discuter tous ensemble, c'est ces problèmes éthiques qu'on a d'un moment donné, connaître ce qui serait le mieux en termes d'action de réduction des risques pour que le mineur en question, qui a certainement déjà telle ou telle pratique, puisse quand même réduire les risques sans que
la structure ou l'intervenant en pâtisse d'un point de vue de la loi. Et puis surtout la grande question effectivement de la primo-consommation, parce que l'histoire de l'éducation aux drogues selon Alain Roy, c'est ça, c'est faire en sorte que la primo-consommation se fasse sous le meilleur angle possible, parce que voilà, pareil, là aussi les études et les observations, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les premières consommations vont être déterminantes sur les consommations futures et en plus sur certains risques qui sont présents dès les premières consommations. Et ça, c'est vrai que, y compris à Technoplus, c'est quelque chose qui nous fait avoir beaucoup de débats. Effectivement, la personne qui vient consommer pour la première fois, c'est difficile de l'envoyer balader, alors que si elle n'est pas encadrée, qu'elle n'a pas des pairs autour d'elle qui connaissent le produit, en plus selon la pratique qu'elle veut avoir de consommation, voilà, c'est dit à la limite autant qu'elle le fasse avec nous qui savons, quoi. Et là on rentre dans des problématiques non seulement de salle de consommation, d'accompagnement à la consommation, mais en plus auprès des mineurs. Alors, la salle de consommation, je ne sais pas ce qui va être prévu pour les mineurs, je ne connais pas le cahier des charges, mais là aussi ça pose des questions. Je crois que c'est interdit dans le cahier des charges. C'est très clairement interdit. Mais là, ça reprend notre problématique sur la loi sur les seringues qui interdit d'en délivrer aux mineurs. Donc peut-être qu'on peut partager autour de ces expériences-là à la lumière